Aujourd'hui, on va parler de longévité, d'épigénétique et d'ADN. Et je vais vous partager une étude très intéressante qui démontre qu'effectivement, on peut rajeunir littéralement en changeant son style de vie. Pour bien comprendre ce qui va suivre, on va avoir besoin au préalable de comprendre quelques notions essentielles. D'abord, la méthylation. Alors pour bien comprendre cette notion, la méthylation, on va prendre une analogie. Imaginez que votre ADN est comme un piano et que chaque touche représente un gène qui peut donc produire une protéine. Ce piano, il fonctionne bien lorsque vous êtes jeune, mais lorsque vous allez vieillir, eh bien certaines touches, certains gènes vont peut-être se dérégler. Il y a un système qui permet de corriger ça, qui va permettre de dire, eh bien non, ce gène-là, on ne va pas l'utiliser. Si on prend l'analogie du piano, c'est un peu comme si une touche qui venait de se dérégler, on lui mettait un petit post-it dessus pour dire n'utilise plus cette touche-là, elle ne fonctionne pas bien. Donc pour ultra simplifier, la méthylation, c'est un peu comme si vous mettiez ces post-it sur les touches de votre piano pour dire que, eh bien, il ne faut plus utiliser ces touches car elles produisent des mauvaises notes. Et ces gènes qui ne fonctionnent pas très bien, donc les touches du piano sur lesquelles on a mis un post-it, cela peut correspondre concrètement à du vieillissement ou à l'arrivée de certaines maladies. Donc au final, avoir une bonne alimentation et un bon style de vie, c'est un peu comme si vous aviez un pianiste expert qui savait exactement sur quelle touche appuyer pour jouer une mélodie harmonieuse. Et au final, eh bien, votre piano fonctionne bien et votre ADN, donc qui est l'équivalent, fonctionne bien lui aussi. En ajustant la méthylation de l'ADN, le pianiste aide à prolonger la belle musique, donc la longévité et la santé, de votre corps. Ainsi, une bonne gestion de la méthylation peut prolonger la durée de vie en maintenant les fonctions cellulaires optimales et en retardant les effets du vieillissement. Et pour encore ultra simplifier, la méthylation, c'est un peu comme une sorte de bonne maintenance de votre ADN. Plus votre ADN il est correctement maintenu, plus il va mieux fonctionner, on va dire, pour simplifier, et donc plus vous allez être en bonne santé. Et plus votre ADN a une bonne maintenance, plus votre âge épigénétique va diminuer. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que l'âge épigénétique? On a âge épigénétique, mais je pense que vous connaissez l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est basique. C'est depuis combien de temps on existe. Si deux personnes sont nées à la même date, elles ont exactement le même âge chronologique. Par contre, je pense que vous avez déjà tous vu des personnes qui font plus jeunes que leur âge. Ou inversement, des personnes qui font plus vieilles que leur âge. Ça, on n'aime pas trop l'entendre. Et c'est là justement qu'on va faire intervenir la notion d'âge épigénétique. L'âge épigénétique, c'est une mesure de l'âge biologique chronologique d'une personne basée sur les modifications de son ADN, en particulier la méthylation de l'ADN. Autrement dit, une personne qui aura un piano qui est bien entretenu, avec des bons post-it au bon endroit pour ne pas utiliser certains gènes défectueux, eh bien paraîtrait plus jeune. Et contrairement à l'âge chronologique, qui est simplement le nombre d'années qu'une personne a vécu, l'âge épigénétique reflète les changements biologiques qui se produisent dans les cellules et les tissus au fil du temps. Et ces modifications peuvent influencer plusieurs paramètres comme justement l'arrivée de maladies et le vieillissement prématuré ou pas. Ainsi, il existe le Horvath DNA Mage Clock, développé par le chercheur Steve Horvath, qui est un algorithme qui utilise les données de méthylation de l'ADN pour estimer l'âge épigénétique d'une personne. Donc pour ultra simplifier, en fait, on va pouvoir, grâce à un algorithme, détecter l'état de l'ADN pour voir l'état du piano de la personne, voir s'il y a des bons post-it au bon endroit, et afin de déterminer du coup l'âge épigénétique. Et ensuite, ce qu'on va mesurer, c'est l'écart entre l'âge chronologique et l'âge épigénétique. Cet écart va permettre de déterminer si la personne est en bonne santé ou pas, si elle vieillit trop vite ou pas, et si elle peut éventuellement déclencher certaines maladies. Par exemple, un âge épigénétique plus élevé que l'âge chronologique peut indiquer un vieillissement biologique accéléré et un risque accru de maladies liées à l'âge. Tandis qu'un âge épigénétique plus bas peut indiquer un vieillissement ralenti et globalement une bonne santé. Alors justement, on va donc voir maintenant cette fameuse étude et les règles de vie qui permettent de vivre longtemps et en meilleure santé. Donc une étude a justement exploré l'effet de l'alimentation et du mode de vie sur la réduction de l'âge épigénétique. Et vous allez le voir, l'étude indique qu'il est possible de ralentir ou même d'inverser certains aspects du vieillissement biologique. L'étude a été réalisée sur 43 hommes adultes âgés de 50 à 72 ans, répartis aléatoirement en deux groupes. Un groupe recevant une intervention de 8 semaines, incluant des changements en matière d'alimentation, de sommeil, d'exercice et de relaxation, ainsi que des suppléments de probiotiques
et de phytonutriments. Et le groupe témoin, lui, n'avait aucune intervention, donc autrement dit, on le laissait vivre tranquillement. Et le groupe d'intervention, lui, au contraire, devait faire des changements concrets dans le style de vie, comme on a vu. Donc on a d'un côté un groupe où il y a des changements sur le style de vie, d'un autre côté un groupe où on les laisse vivre tranquillement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors avant de voir les résultats, je vais vous partager les 7 règles de vie que j'ai synthétisées pour vous résumer en fait un peu les changements concrets qu'ont dû faire ces personnes dans le groupe d'intervention. La règle numéro 1, c'était de consommer des produits animaux riches en micronutriments. Donc il fallait manger régulièrement du foie bio et des œufs bio enrichis en oméga 3 pour bénéficier de vitamines et de minéraux essentiels. Sur les quantités, c'était 3 portions de foie de 85 grammes par semaine. Alors il faut savoir que le foie, c'est un organe qui stocke beaucoup de micronutriments comme des vitamines, notamment du groupe B, comme la B12 par exemple, et des minéraux. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué pour beaucoup de personnes, et moi le premier, mais consommer des organes de type foie, eh bien c'est une très bonne chose pour la santé, à la condition essentielle, bien sûr, que ce soit des organes de très bonne qualité. Si on prend des organes d'animaux ayant vécu dans un environnement stressant, dans un environnement d'élevage intensif, clairement ce n'est pas de la bonne viande. Inversement, un animal qui a vécu dans un environnement de type semi-liberté, qui a consommé de l'herbe, on va avoir un très bon apport alimentaire et ce sera des organes de très bonne qualité. Il devait aussi consommer entre 5 et 10 œufs par semaine et là aussi les œufs devaient être de très bonne qualité. Les œufs, c'est un super aliment que j'ai évoqué souvent sur ma chaîne. Ils contiennent plein de micronutriments, notamment la choline qui est très bon pour le cerveau et qui intervient aussi dans la méthylation de l'ADN. Donc ne pas mettre les œufs de côté, c'est une très bonne chose pour rester en bonne santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi je consomme 3 œufs par jour. Je vous mets cette vidéo en description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Là où cette étude a très bien fait les choses, sur notamment cette règle numéro 1, c'est que les aliments animaux qui ont été choisis de bonne qualité. Souvent dans les études, en fait, on dit voilà, il faut faire un test en disant est-ce que la viande va avoir un impact sur la santé des personnes? Et puis les chercheurs prennent de la viande classique, genre souvent bas de gamme, et la conclusion c'est non, la viande c'est mauvais pour la santé. Ah oui, mais quand on prend des ingrédients de mauvaise qualité, c'est normal que ça ait un impact négatif sur la santé. Ici, ils ont fait attention à choisir des produits bio, de qualité, enrichis en oméga 3, et on va le voir par la suite dans la partie résultats. Ça a son importance. La règle numéro 2, c'était de consommer beaucoup de légumes, notamment des légumes verts. Inclure quotidiennement des légumes à feuilles vertes foncées, des légumes crucifères et d'autres légumes colorés, ça va aider à obtenir une variété importante de phytonutriments et d'antioxydants. Nos cobayes devaient consommer environ 150 grammes de légumes à feuilles vertes foncées parce qu'ils sont riches justement en vitamines, en minéraux, en antioxydants, et ces légumes aident particulièrement la méthylation de l'ADN. Et il devait aussi consommer 150 grammes de légumes crucifères. Ces légumes sont particulièrement riches en éléments sulfurés qui aident à conserver une bonne santé cellulaire. Globalement, comme je vous l'enseigne depuis des années, les légumes colorés, c'est une très très bonne chose pour la santé. La règle numéro 3, c'était d'incorporer des graines et des adaptogènes. Nos cobayes devaient consommer des graines de citrouille et de tournesol ainsi que des aliments riches en adaptogènes de méthylation comme les baies. Le curcuma et le thé vert peuvent aussi aider la méthylation et réduire l'inflammation. Nos cobayes devaient consommer 4 cuillères à soupe de graines de citrouille et de tournesol parce qu'elles sont riches en vitamine E, en vitamine B, en magnésium et en acides gras essentiels. Important pour la santé cellulaire et la méthylation. La règle numéro 4, c'était de consommer du bon gras. Et ici, on va retrouver les huiles saines que je vous enseigne aussi sur ma chaîne YouTube depuis des années. Il devait consommer de l'huile comme l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de lin et de pépins de courge pour un bon équilibre des graisses. Là aussi, bravo à l'équipe de recherche d'avoir inclus dans le protocole des huiles pas forcément très populaires comme l'huile de coco. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne sont pas saines parce qu'elles contiennent beaucoup de graisses saturées, et c'est vrai. Mais là aussi, il y a beaucoup de mécompréhension sur le sujet. En fait, elles ne sont pas si problématiques que ça, au contraire. Et là aussi, j'ai fait une vidéo très complète pour vous expliquer pourquoi les graisses saturées ne sont pas un ennemi juré et qu'elles peuvent très facilement s'inclure dans un régime sain sans aucun problème. Donc bravo à l'équipe de recherche d'avoir osé inclure ces huiles dans le protocole de recherche. La règle numéro 5, c'était de réguler sa glycémie. Donc en consommant des fruits à index glycémique globalement bas, avec 2 portions de fruits à IG bas par jour. Parce que ces fruits apportent bien sûr des minéraux, des vitamines, mais sans impacter trop fortement la glycémie.
Et point aussi important, nos cobayes devaient rester sans manger de 19h à 7h du matin, donc sans dire qu'ils pratiquaient le jeûne intermittent, ils pratiquaient une forme de mini-jeûne de 12 heures, 12 heures pendant lesquelles on ne mange pas, ce qui est une bonne chose pour aider le corps aussi à réguler sa glycémie et pour avoir un système digestif qui ne fonctionne pas trop souvent. C'est très bien, c'est une très bonne chose pour la santé. La règle numéro 6, c'était de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Il devait pratiquer au moins 30 minutes d'exercice par jour, 5 jours par semaine, à une intensité modérée pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire et musculaire. Là, pas de grand scoop, je ne vais pas vous apprendre que l'activité physique, c'est une des règles essentielles pour rester en bonne santé et donc pour aider à vivre longtemps sans incapacité. La règle numéro 7, c'était de dormir suffisamment et de gérer son stress. Nos cobayes devaient dormir au moins 7 heures par nuit et pratiquer des techniques de relaxation comme des exercices de respiration pour réduire le stress et améliorer le bien-être global. Donc vous voyez, les 7 règles qu'on vient de voir, elles ne sont pas spécialement spectaculaires. Là aussi, si vous suivez mes vidéos, vous devez les connaître. Mais là où c'est super intéressant, c'est que les cobayes ont dû vraiment les appliquer pendant toute la durée de l'expérience. Et là aussi où c'est super intéressant, c'est qu'il y a des choses bonus que je vous ai pas dit, mais qui sont exactement dans les règles que je vous enseigne aussi sur cette chaîne YouTube depuis des années. D'abord, il devait bien sûr éviter les sucres ajoutés. Donc là aussi, vous savez pourquoi. Le sucre ajouté, c'est un ennemi de votre santé. Autre point aussi, il devait éviter les produits laitiers et céréaliers. Donc là aussi, pas de grande surprise si vous suivez mes vidéos. Les produits céréaliers, comme le blé en particulier, sont problématiques pour la santé parce qu'ils contiennent du gluten qui a tendance à augmenter la perméabilité intestinale. Et les produits laitiers contiennent pas mal de substances problématiques. Beaucoup de gens sont intolérants au lactose. Et le fait de les enlever de l'alimentation, ou du moins de les réduire considérablement, eh bien ça va aider concrètement à rester en bonne santé. Il devait aussi éviter les légumineuses, même si je n'ai rien contre les légumineuses en tant que telles. Ils sont souvent remplis d'antinutriments qui sont là aussi problématiques pour la santé intestinale. Donc en soi, c'est pas forcément un gros problème d'en consommer à l'occasion, si notamment on les fait tremper au préalable pour permettre d'enlever tous les antinutriments qui sont problématiques pour la santé intestinale. Point intéressant, dans le protocole, il devait absolument minimiser l'utilisation de contenants en plastique. Donc ça, c'est une bonne chose que j'évoque pas forcément souvent sur mes vidéos, mais en soi, c'est très bien parce que le plastique, eh bien, lorsque on s'en sert pour stocker notamment l'alimentation, eh bien, il peut y avoir des microplastiques qui migrent du plastique vers l'alimentation et ensuite qui vont dans votre corps. Ça crée en fait des perturbateurs endocriniens, ça crée des problèmes dans votre corps. Donc toujours éviter le plastique et plutôt privilégier le verre ou des substances neutres qui sont bien meilleures pour la santé. En termes de compléments alimentaires, nos cobayes devaient prendre un complément de prébiotiques et de probiotiques. Donc en soi, c'est une bonne chose, ça permet d'aider le microbiote à rester en bonne santé. J'aurais moi-même dirigé cette étude, j'aurais peut-être mis un autre complément comme des oméga 3 par exemple, mais pourquoi pas, voilà, le but c'était de rester plutôt minimaliste sur les compléments alimentaires. Donc bonne chose, un probiotique, bon choix. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette étude, on retrouve quasiment 100% de ce que je vous enseigne sur ma chaîne YouTube. Alors justement, quels ont été les résultats après 8 semaines d'études? Alors pour justement voir ce qui s'est passé, on a mesuré l'âge épigénétique avec la méthylation de l'ADN, comme on l'a vu dans la première partie. Et le but, c'était donc de voir s'il y avait une distance qui s'était créée entre l'âge chronologique et l'âge épigénétique. Et les résultats ont montré que le programme de traitement était associé à une diminution de l'âge épigénétique de près de 2 ans à la fin du programme par rapport à leur état initial. Donc littéralement, en 8 semaines, en appliquant le programme qu'on a vu, ces personnes ont vu leur âge épigénétique réduire de 2 ans. Autrement dit, ils ont littéralement leur ADN a rajeuni de 2 ans. Il y a aussi pas mal de changements significatifs sur des biomarqueurs qui ont été remarqués, comme par exemple la réduction de 25% des triglycérides dans le sang. Cette étude est la première de son genre à suggérer que des interventions spécifiques en matière d'alimentation et de mode de vie peut inverser le vieillissement épigénétique. Alors si on devait mettre un petit bémol, en fait sur cette étude, il y a certaines limites. C'est que d'une part, l'échantillon était relativement petit, une quarantaine de personnes, et en plus que sur des hommes, alors je ne sais pas pourquoi, mais ce serait intéressant d'avoir la même expérience sur un plus grand échantillon avec la mixité homme-femme pour voir ce qui se passe, mais je suis intimement convaincu qu'on aurait sensiblement les mêmes résultats. Pendant les 8 semaines, on peut dire que les personnes du groupe d'intervention sont littéralement passées sur une alimentation de type anti-inflammatoire, avec la consommation de bons produits animaux, de bons végétaux.
en réduisant les produits problématiques, en faisant de l'activité physique, en prenant soin du stress, du sommeil. Littéralement, le niveau inflammatoire du corps a baissé, c'est obligatoire. Et donc, on a vu que sur 8 semaines, il y a vraiment un impact très concret et mesurable. Pour ceux qui en doutaient encore, oui, notre style de vie a littéralement un impact profond sur notre santé, mais aussi sur notre longévité. Plus vous prenez soin de votre santé, plus vous passez sur un style de vie anti-inflammatoire, plus vous avez de probabilité de vivre longtemps et en bonne santé. Comme je l'évoquais au début, en fait, j'ai parlé des graisses saturées qui n'étaient pas forcément problématiques pour la santé. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est bizarre, mais j'ai expliqué tout ça dans une vidéo complémentaire qui apparaît juste à côté de moi. N'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus pourquoi les graisses saturées ne sont pas le mal absolu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!